Ma belle-sœur a posé une gamelle de chien devant mon assiette et a dit « Cela te convient mieux qu'une place à cette table ». Tout le monde a éclaté de rire pendant que mon mari se contentait de remuer sa nourriture, sans rien dire. J'ai pris la gamelle calmement, j'ai souri et je l'ai remerciée. Elle n'avait aucune idée. Ma belle-sœur a posé une gamelle de chien devant mon assiette lors du dîner du dimanche, juste entre le poulet rôti et la corbeille de petits pains, et a dit « Cela te convient mieux qu'une place à cette table ». Toute la salle a ri. Pas un rire nerveux, pas une toux gênée, un vrai rire franc, le genre de rire qui vient de gens qui ont attendu toute la semaine la permission d'être cruels. Mon mari, assis à 2 pieds de moi, n'a rien dit. Il a juste remué sa purée de pommes de terre comme si elle lui avait personnellement fait du tort, comme si lever les yeux pouvait lui coûter quelque chose. J'ai pris la gamelle. Je l'ai retournée dans mes mains comme si j'admirais la qualité de sa fabrication. Puis j'ai souri, un vrai sourire assez chaleureux pour tromper chaque personne à cette table, et j'ai dit « Merci, Nora. C'est tellement attentionné. Je veillerai à ce qu'elle soit bien utilisée. » Elle n'avait aucune idée de ce que je voulais dire par là. Personne d'autre dans cette salle a mangé non plus. Mais au moment où j'en aurais fini avec ce que j'avais déjà commencé 3 semaines plus tôt, cette gamelle de chien serait la moindre des choses que Nora aurait perdues à cette table. Je m'appelle Adli, et ceci est l'histoire de la nuit où j'ai cessé d'être le souffre-douleur de la famille et où j'ai commencé à être la raison pour laquelle la moitié d'entre eux ne pouvaient plus dormir. Je veux revenir en arrière parce que vous devez comprendre comment une femme adulte en arrive à rester assise sans bouger pendant que quelqu'un lui tend une gamelle de chien et qu'une salle remplie d'adultes hurle de rire. J'ai rencontré Bram il y a 9 ans à la fête de fiançailles d'un ami, à l'époque où j'avais 26 ans et dirigeais ma propre petite agence d'architecture depuis un garage aménagé. Je concevais des maisons, de vraies maisons pour de vraies familles, le genre de travail où l'on se donne corps et âme dans chaque ligne de vue et chaque emplacement de fenêtre parce que l'on sait que toute la vie de quelqu'un va se dérouler entre ces murs. Il était facile de parler avec Bram ce soir-là, calme d'une manière qui semblait réfléchie plutôt que distante. Il posait de bonnes questions. Il se souvenait de petits détails de la conversation et les ramenait plus tard, comme s'il avait vraiment écouté au lieu d'attendre son tour pour parler. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne me demande en mariage un mardi, de tous les jours, dans la maison à moitié finie que je concevais pour mon tout premier client en solo. Il a dit qu'il aimait le fait que je construise des choses qui nous survivraient à tous les deux. Je l'ai épousé lors d'une petite cérémonie avec des guirlandes lumineuses et un menu que j'avais moi-même conçu, jusqu'au pliage de serviettes, et pendant les 2 premières années. Sa famille a été polie avec moi de la manière vague et distante dont les familles sont polies avec un étranger dont elles n'ont pas encore décidé s'il fallait lui faire confiance. Sa mère, Rosalyn, était réservée mais pas méchante. Son père restait la plupart du temps entièrement à l'écart des affaires familiales, comme le font certains hommes, traitant chaque conflit domestique comme quelque chose qui se résoudrait de lui-même s'il attendait simplement que ça passe dans le garage. Bram, dans ses premières années, était doux et attentif d'une manière qui m'a fait croire que j'avais trouvé quelqu'un qui prêtait attention aux gens qui l'entouraient. Je ne comprenais pas encore que prêter attention et défendre quelqu'un étaient 2 compétences très différentes, et qu'il n'avait jamais pratiqué que la première. Puis Nora est rentrée à la maison. Nora est la sœur cadette de Bram, de 4 ans sa cadette, et elle avait passé la majeure partie de sa vingtaine à rebondir entre les villes et les entreprises qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Une ligne de vêtements de boutique, une marque de coaching bien-être, un service de boîte d'abonnement pour des soins personnels sélectionnés. Chacune était lancée avec une confiance énorme et fermée en moins d'1 an. Et chaque fois, elle retournait s'installer dans la maison d'amis de ses parents un peu plus amers, un peu plus convaincue que le monde lui devait le succès qu'elle n'avait pas réussi à construire elle-même. Elle a décidé quelque part en cours de route que j'étais une cible facile pour cette amertume. Cela a commencé doucement. Des commentaires sur mes dessins de maison en tant que passe-temps, comme si l'architecture était quelque chose que je faisais pour passer le temps au lieu d'une profession réglementée pour laquelle j'avais passé 6 ans à obtenir une licence. Des commentaires sur le fait que j'avais fait un beau mariage en entrant dans la famille, ce qui était presque drôle étant donné que c'était moi qui avais acheté notre première maison comptant avec l'argent de la succession de ma grand-mère avant même que Bram et moi n'ayons fixé une date de mariage. Des commentaires sur mes vêtements, ma cuisine, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, de petites piques lancées avec un sourire à chaque réunion de famille pendant 4 ans. Je me souviens d'un Thanksgiving, après 3 ans, où Nora a levé une cuillère de service et a annoncé à toute la table que je n'avais manifestement jamais cuisiné un vrai repas auparavant, en épousant un homme riche, alors que j'avais moi-même préparé la moitié des plats sur cette table. Je me souviens de mon propre 32e anniversaire lorsque Nora a apporté un sac cadeau au dîner,
a fait tout un spectacle en me le tendant devant tout le monde, et il s'est avéré que c'était un cadre photo vide. Pour toutes les photos de toi souriant réellement dans cette famille, avait-elle dit, riant de sa propre blague avant que quiconque puisse réagir. Il y a eu aussi la fête prénatale que Nora a organisée pour une cousine, où chaque femme de la famille a reçu une invitation manuscrite livrée à sa porte, sauf moi. La mienne est arrivée sous forme de message groupé envoyé le matin même de l'événement avec une note disant qu'elle avait supposé que j'étais trop occupé par le travail pour me soucier de ce genre de choses. J'y suis allé quand même, j'ai apporté un cadeau plus attentionné que n'importe qui d'autre, et j'ai souri pendant 3 heures alors qu'on me parlait comme à une invitée qui s'était trompée de fête. Je riais avec eux à chaque fois parce que c'est ce que l'on apprend à faire. On se fait petit et facile à avaler pour que le repas puisse continuer. Et à chaque fois, Bram ne disait rien. J'avais l'habitude de lui trouver des excuses dans ma tête. Il évite les conflits. Il a grandi en s'entendant dire de ne pas répondre à Nora parce qu'elle était sensible. Il finira par dire quelque chose, une fois qu'il verra jusqu'où elle est prête à aller. Je me disais ces choses parce que l'alternative, que mon mari ne pensait tout simplement pas que je valais la peine d'être défendu, était trop lourde à porter très longtemps. La gamelle de chien était la conclusion naturelle de 4 ans de silence. Voici ce que personne à cette table ne savait. 3 semaines avant ce dîner, j'avais déjà cessé d'être un personnage passif dans mon propre mariage. Cela a commencé par un appel téléphonique d'une banque que je ne connaissais pas. Je me souviens exactement où j'étais, debout dans ma cuisine, tenant une passoire d'épinards rincés, lorsqu'un représentant d'une coopérative de crédit régional a demandé à confirmer mon identité pour un compte en règle qui avait récemment dépassé l'échéance de 30 jours. Je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Je n'avais pas de compte chez eux. Elle a relu un numéro de sécurité sociale, et c'était le mien. Il y avait un prêt commercial, 42 000 $, ouvert 14 mois plus tôt, à mon nom, avec mon crédit, ma signature, une signature que je n'avais jamais écrite. Cela expliquait quelque chose qui m'avait déconcerté pendant des mois déjà, un bail commercial qui m'avait été refusé pour l'espace de studio que je convoitais en centre-ville, avec une lettre de refus vague citant une activité de compte dérogatoire récente. Je me souviens avoir lu cette lettre de refus à l'époque et avoir supposé que c'était une erreur administrative. Ce n'était pas le cas. C'était Nora qui rongeait tranquillement un avenir que je n'avais même pas encore construit. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise à ma propre table de cuisine pendant près de 20 minutes avant de pouvoir bouger à nouveau. Je n'ai confronté personne ce soir-là. J'ai conçu suffisamment de bâtiments pour savoir que l'on ne démolit pas un mur avant de comprendre ce qui soutient la structure. Alors, à la place, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai recueilli des informations tranquillement, méthodiquement, un document à la fois. J'ai demandé mon rapport de crédit complet. J'ai trouvé le prêt lié à une LLC dont je n'avais jamais entendu parler, quelque chose appelé Evergreen Wellness Venture, enregistré 18 mois plus tôt. L'entreprise existait depuis plusieurs mois avant qu'elle ne demande un financement, assez longtemps, j'allais la prendre plus tard, pour paraître établie sur le papier à quiconque ne creusait pas plus loin. J'ai récupéré la demande de prêt elle-même par le biais d'une demande de documents. Et c'était là, mon nom, mes revenus tirés d'une ancienne déclaration de revenus commune que Bram et moi avions faite des années plus tôt, et une signature notariée qui n'était pas la mienne, bien que quelqu'un ait clairement essayé de la faire ressembler. J'ai appelé Winter Blackwood, ma meilleure amie depuis l'école d'architecture, qui se trouvait avoir passé les 6 dernières années à travailler en jury comptabilité. Je ne lui ai pas encore dit quel nom était attaché. Je lui ai juste demandé de regarder les documents avec moi. Ce n'était pas bâclé, a dit Winter, en traçant son doigt le long du dossier de prêt sur l'écran de mon ordinateur portable. Quelqu'un qui connaissait votre historique financier a préparé cela avec soin. Ce n'est pas un étranger. C'est quelqu'un qui avait accès à vos papiers. Je savais déjà qui avait accès à mes papiers. Nora était restée avec nous pendant 6 semaines l'année précédente après l'effondrement de sa dernière entreprise, dormant dans notre chambre d'amis pendant qu'elle se remettait sur pied. Elle avait eu libre accès à la maison. Elle avait eu le temps, l'opportunité et toutes les raisons du monde de ressentir du ressentiment pour la facilité avec laquelle je semblais avoir construit quelque chose de durable alors que tout ce qu'elle touchait s'effondrait en moins d'1 an. Je me suis assise avec Winter dans son bureau tard cette nuit-là, parcourant le dossier de près ligne par ligne sous la lumière fluorescente de sa lampe de bureau, buvant toutes les deux un café qui avait refroidi depuis longtemps. « Tu n'as pas à décider quoi que ce soit ce soir », m'a-t-elle dit en fermant doucement son ordinateur portable. « Contente-toi de documenter chaque conversation, chaque date,
chaque morceau de papier. Quelle que soit la tournure que cela prendra, tu voudras en avoir un dossier impeccable. J'ai donc commencé à en tenir un seul dossier sur mon ordinateur portable, daté et horodaté, qui allait finalement devenir l'épine dorsale de tout ce sur quoi Everhart a bâti son dossier. Je devais encore savoir si Bram était au courant. J'ai trouvé ma réponse 2 semaines plus tard dans un fil de courriel que je n'étais pas censé voir, transféré accidentellement à un compte de calendrier familial partagé que Bram et moi utilisions encore pour coordonner les vacances. Le fil de discussion était entre Bram et Nora, datant de 6 mois. Nora avait écrit « J'avais juste besoin de tenir jusqu'à ce que les nouveaux investisseurs signent. Une fois que la ligne de bien-être décollera, personne n'aura à savoir comment cela a commencé. » Bram avait répondu « Ne laisse simplement pas Adli le découvrir avant que le prêt ne soit remboursé. Elle en fera une histoire plus grande que nécessaire. » Il savait. Il n'avait rien falsifié lui-même, pour autant que je puisse en juger, mais il avait su que sa sœur avait ouvert un prêt à mon nom en utilisant mon crédit, mon historique de revenus et une signature qui n'était pas la mienne. Et au lieu de me le dire, il avait décidé que le calendrier commercial de sa sœur était plus important que mon exposition juridique. J'ai lu ce fil de courriel 4 fois avant de fermer l'ordinateur portable, espérant à chaque fois avoir mal compris quelque chose à la première lecture. Ce n'était pas le cas. Les mots étaient clairs, sans hâte, presque désinvoltes. 2 personnes discutant d'un inconvénient de calendrier mineur, sauf que l'inconvénient était mon nom, tranquillement exposé à une responsabilité de niveau criminel alors que je n'en savais rien, faisant les courses et concevant des cuisines pour les familles des autres. C'est à ce moment-là que le dîner a eu lieu. C'est à ce moment-là que Nora a posé une gamelle de chien devant mon assiette et a dit à une salle remplie de parents rieurs que ma place était par terre. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, enfin et complètement, pourquoi mon mari ne pouvait pas lever les yeux de sa purée de pommes de terre. Ce n'était pas seulement pour éviter le conflit. C'était de la culpabilité. Je l'ai remercié pour le cadeau. Je pensais chaque mot, mais pas de la manière dont elle le croyait. Le lendemain matin, je me suis assise avec Everhart, un avocat que Winter m'avait recommandé des années plus tôt pour un litige de contrat commercial, et j'ai tout exposé, les documents de prêt, le fil de courriel transféré. Le rapport de crédit montrant les paiements manqués qui avaient fait chuter ma cote de 70 à 90 points sans que je le sache. C'est une usurpation d'identité, a dit Everhart en feuilletant les pages imprimées que j'avais organisées dans des dossiers étiquetés parce que, apparemment, même en pleine crise, je ne peux toujours pas m'empêcher de tout coder par couleur. Que votre mari ait falsifié la signature lui-même ou qu'il ait simplement permis que cela se produise en vous le cachant change son exposition, mais cela ne change pas la sienne. Il s'agit d'un crime financier de niveau criminel, indépendamment de la relation familiale. J'ai demandé quelles étaient mes options. Everhart les a exposées clairement. Je pouvais déposer un rapport de fraude auprès de la coopérative de crédit et de l'unité des crimes financiers de l'État, ce qui déclencherait une enquête pour savoir qui avait réellement exécuté le prêt. Je pouvais poursuivre Nora au civil pour les dommages liés à ma cote de crédit et à l'exposition financière que j'avais subie sans mon consentement. Et séparément, entièrement séparément, je pouvais décider de ce que je voulais faire de mon mariage. Je n'ai pas précipité cette dernière partie. Je veux être honnête à ce sujet car ce n'est pas l'histoire d'une femme qui a découvert quelque chose de laid et a claqué une porte le même après-midi. J'ai passé des nuits éveillées à côté d'un homme avec qui j'avais construit 9 ans de ma vie, essayant de savoir s'il y avait une version de lui qui n'avait pas su, qui n'avait pas choisi le confort de sa sœur plutôt que ma sécurité juridique pendant plus d'1 an. J'ai cherché cette version. Je l'ai vraiment fait. Avant de le confronter, je suis allé chez mes propres parents un soir, je me suis assise à leur table de cuisine et je leur ai tout raconté, le prêt, le fil de courriel. Les années de petite cruauté que je ne leur avais jamais entièrement décrites parce que je n'avais pas voulu qu'ils s'inquiètent. Ma mère n'a pas dit grand-chose au début. Elle a juste tendu la main sur la table et a tenu la mienne pendant que mon père me resservait tranquillement du café sans me demander si j'en voulais plus. Finalement, ma mère a dit, « Tu as passé toute ta vie à t'assurer que les maisons des autres pouvaient supporter le poids. Tu as le droit de t'assurer que la tienne le peut aussi. » Je suis rentré chez moi ce soir-là avec quelque chose de plus stable dans ma poitrine que je ne l'avais ressenti depuis des semaines. Je ne l'ai pas trouvé, car 2 nuits après le dîner, j'ai finalement demandé directement à Bram. Pas de courriel transféré, pas de preuves étalées sur la table, juste une simple question au-dessus de l'évier pendant qu'il rinçait la vaisselle, « Savais-tu que Nora avait ouvert quelque chose à mon nom ?» Il n'a pas nié. Il a posé l'assiette, s'est séché les mains et a dit,
j'allais te le dire une fois que la situation se serait stabilisée. Je ne voulais pas faire exploser toute la famille pour quelque chose que Nora était déjà en train de régler. C'était ça. Pas un déni, une justification. Il ne m'avait pas protégé de la fraude de Nora. Il avait protégé la fraude de Nora de moi. J'ai déposé le rapport de fraude la semaine suivante. La détective des crimes financiers affectée à l'affaire, une femme méthodique nommée Caral, m'a expliqué à quoi ressemblerait probablement l'enquête, la récupération des registres de notarisation, la assignation à comparaître pour l'activité bancaire de la LLC. La recherche pour savoir si les fonds avaient été utilisés comme le prétendait la demande de prêt, et l'interrogatoire de toutes les personnes ayant accès aux documents originaux. Elle a pris soin de me dire que ces choses avancent lentement. La fraude financière au sein des familles, a-t-elle dit, prend plus de temps que les gens ne s'y attendent parce que tout le monde suppose que cela se réglera discrètement à Thanksgiving au lieu d'un tribunal. Elle m'a posé une longue liste de questions lors de cette première réunion. Quand avais-je partagé pour la dernière fois des documents fiscaux avec quelqu'un de la famille, si j'avais déjà donné à Nora accès à des comptes financiers. Si la signature sur le prêt correspondait à un document que j'avais réellement signé. J'ai répondu à chaque question aussi précisément que possible, reconnaissante d'une manière étrange pour les années d'habitude professionnelle qui m'avaient appris à conserver des archives propres et datées de presque tout. Caral a semblé le remarquer aussi. La plupart des gens qui passent par ce bureau ne sont pas à moitié aussi organisés, a-t-elle dit en feuilletant mon dossier. Cela va accélérer tout le processus. C'était un maigre réconfort, mais je m'y suis accroché quand même, de la manière dont on s'accroche à toute preuve que l'effort que l'on fait mène réellement quelque part. Elle avait raison. Cela a pris près d'1 an et demi, et il y a eu des périodes entières pendant cette attente où rien ne semblait bouger du tout. Winter prenait de mes nouvelles presque chaque semaine pendant ces mois plus lents, parfois juste pour s'asseoir sur mon porche avec une bouteille de vin et parler de tout sauf de l'affaire parce qu'elle comprenait mieux que la plupart des gens qu'une personne ne peut pas vivre à l'intérieur d'un calendrier juridique chaque jour sans que cela ne la vide de sa substance. Le système est lent parce qu'il est censé être minutieux, m'a-t-elle rappelé plus d'une fois. L'en n'est pas la même chose que rien ne se passe. Les nouvelles vont vite dans une famille de cette taille, peu importe à quel point vous essayez d'être prudent. Moins d'1 mois après le dépôt du rapport de fraude, Rosalind, la mère de Bram, m'a appelé en larmes, non pas pour défendre Nora, mais pour admettre quelque chose qui m'a de nouveau retourné l'estomac. Elle avait remarqué des mouvements d'argent étranges sur un compte familial partagé l'année précédente, de petits transferts qu'elle avait supposés être liés aux affaires, et elle avait interrogé Nora à ce sujet une fois directement, pour se faire dire que c'était temporaire et déjà réglé. Rosalind n'avait pas connu toute l'étendue de ce que sa fille avait fait, mais elle en avait eu un fil entre les mains et n'avait pas tiré dessus. À son crédit, elle ne m'a pas demandé de protéger Nora une fois qu'elle a compris la vérité. Elle a fait une déclaration complète au détective enquêteur, a coopéré à chaque demande de suivi, et a dit clairement au reste de la famille élargie lors d'une réunion à laquelle je n'ai même pas assisté, que ce qui arriverait ensuite à Nora était mérité. Tout le monde ne l'a pas pris de cette façon. Lors de la grande réunion de famille suivante, un dîner de fiançailles d'un cousin dont je n'ai entendu parler que par ouï-dire, une tante se serait levée et aurait dit que toute la situation était montée en épingle pour une histoire d'argent de famille et que les familles n'appelaient pas la police les unes contre les autres. Rosalind, selon Winter, qui l'avait entendu d'un cousin qui m'appréciait encore, s'est levée devant toute la salle et a dit qu'une signature falsifiée au nom de quelqu'un d'autre n'était pas de l'argent de famille. C'était un crime, et elle n'allait pas faire semblant du contraire juste pour que le dîner reste confortable. C'était la même table qui avait ri d'une gamelle de chien 1 an plus tôt. Elle n'a pas ri cette nuit-là. Je n'ai parlé directement à Nora qu'une seule fois pendant toute cette année et demie, dans un café qu'elle avait suggéré, insistant pour que nous parlions comme des adultes avant que les choses n'aillent plus loin. Elle a passé les 10 premières minutes à expliquer à quel point elle avait eu besoin du prêt pour survivre, comment elle avait toujours eu l'intention de le rembourser avant que quiconque ne s'en aperçoive, comment elle n'avait jamais imaginé que cela dégénérerait de la sorte. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai dit aussi calmement que possible que l'intention n'annule pas une signature falsifiée, et que survivre à ses propres échecs commerciaux ne lui avait jamais donné le droit de jouer avec mon avenir financier sans demander. Elle ne s'est pas excusée ce jour-là. Elle a juste dit que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. La même phrase que Bram avait utilisée, presque mot pour mot, ce qui m'a tout dit sur l'endroit où elle avait appris à se dérober aux conséquences en premier lieu. Pendant ce temps, j'ai déménagé de la maison que Bram et moi partagions pour retourner dans la maison que ma grand-mère m'avait laissée, celle que j'avais achetée comptant avant notre mariage, celle qui n'avait jamais eu le nom de Bram sur l'acte de propriété,
parce qu'une partie de moi, même dans les premières années, avait voulu une chose dans ma vie qui soit entièrement à moi. J'ai demandé le divorce 4 mois après le dîner, invoquant la tromperie financière, bien qu'Everhart se soit assuré que la demande se concentre sur des faits documentés plutôt que sur un cadre émotionnel, un prénom divulgué à mon nom, une dissimulation pendant plus d'1 an. Et un préjudice financier à mon crédit et à ma situation juridique. Bram n'a pas beaucoup contesté. Je pense qu'une petite partie de lui comprenait qu'il n'y avait pas de version de cette histoire où il apparaîtrait comme la victime. Nous n'avions pas d'enfants pour lesquels nous devions nous partager la garde, ce qui a rendu le processus juridique plus rapide, sinon plus facile. Ce que nous avions, c'était un modeste compte d'investissement partagé, et Everhart a négocié un règlement financier reflétant les dommages causés par la dette frauduleuse et son impact sur mes finances, le bail refusé, les mois de travaux de réparation encore devant moi. Et plus d'1 an d'un mariage construit sur un secret que Bram avait choisi de garder. L'avocat de Bram a d'abord résisté, arguant que Bram n'avait personnellement rien falsifié et ne devrait pas porter la responsabilité financière des actions de sa sœur. La réponse d'Everhart a été simple, et je pense que c'est la phrase la plus vraie prononcée dans toute cette négociation, la dissimulation a un coût, aussi. Et ce coût ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un d'autre tenait le stylo. Le règlement final a reflété cela. Ce n'était pas une fortune. C'était juste. Et compte tenu de tout, juste semblait suffisant. J'ai fait une déposition au milieu de cette année-là dans une salle de conférence qui sentait le café rassis et le tonneur d'imprimante, répondant à des questions pendant près de 3 heures sur chaque détail de mon histoire financière, ma relation avec Nora. Et la chronologie de quand j'avais appris quoi. L'avocat de Bram a essayé à un moment donné de suggérer que j'avais en quelque sorte encouragé un arrangement financier familial commun en ayant une déclaration de revenus commune des années plus tôt. Everhart a mis fin à cela en une phrase, soulignant qu'une déclaration de revenus commune d'un mariage ne constitue pas un consentement pour qu'un tiers ouvre un prêt commercial en utilisant ces informations à mon insu. J'ai quitté cette pièce épuisée d'une manière que je n'avais pas prévue, mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, indubitablement certaine de me tenir sur un terrain solide. Le sort de Nora a mis plus de temps à se dessiner, et il s'est dessiné de la manière dont les vraies affaires de fraude financière se déroulent réellement, lentement, procéduralement, sans une seule scène de tribunal dramatique. Le jury comptable travaillant avec l'unité des crimes financiers a confirmé ce que Winter avait déjà soupçonné. Nora avait utilisé mes anciennes informations fiscales pour gonfler les chiffres de revenus de la demande de prêt, et l'enquête a découvert plus tard que le notaire qui avait estampillé le document n'avait pas respecté les procédures de vérification d'identité appropriées. Une lacune qui lui a finalement coûté sa commission également. Nora a été formellement accusée d'usurpation d'identité et de faux. L'affaire a traversé des audiences préliminaires pendant la majeure partie d'une année, au cours de laquelle elle a été tenue d'effectuer des paiements de restitution sur le solde du prêt et interdite, au terme de ses conditions de libération, d'ouvrir d'autres comptes de crédit en utilisant les informations d'une autre personne. Elle a finalement plaidé coupable à une accusation réduite qui comportait toujours un casier judiciaire permanent pour fraude et une ordonnance de restitution durable, couvrant mes pertes financières documentées ainsi que les autres obligations ordonnées par le tribunal liées au prêt, qu'elle remboursera pendant des années avec intérêt. Je suis allé à l'audience où elle a plaidé coupable. Je n'étais pas obligé. Everhart m'a dit que beaucoup de gens dans ma situation choisissent de ne pas le faire, et personne ne m'en aurait voulu de rester à la maison. Mais je voulais le voir de mes propres yeux, la salle d'audience éclairée au néon, le faible bourdonnement du système de ventilation, Nora dans un blazer gris qui semblait emprunté pour l'occasion, debout à côté de son propre avocat au lieu de rire en bout de table. Elle ne m'a pas regardé une seule fois pendant la procédure. Quand le juge a lu les termes de la restitution à haute voix, le chiffre tombant plus lourdement dans cette pièce silencieuse qu'il ne l'avait jamais fait sur le papier, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine s'apaiser enfin. Pas un triomphe exactement, mais quelque chose de plus proche de la paix. Je n'étais pas venu là pour me venger. J'étais venu là pour regarder la vérité être dite à voix haute dans une pièce où personne n'était autorisé à la balayer d'un rire. La gamelle de chien, au final, est devenue une sorte de blague parmi le petit groupe de personnes qui connaissaient vraiment toute l'histoire, Winter, mes propres parents, les 2 cousins du côté de Bram qui m'ont contacté discrètement par la suite pour s'excuser d'avoir ri ce soir-là. Chacun d'eux a dit une version de la même chose. Ils n'avaient pas su ce qu'il y avait sous la surface de ce dîner. Ils avaient juste vu une femme se faire humilier et avaient décidé qu'il était plus facile de rire avec les autres que de demander pourquoi. C'est la partie de l'histoire qui me reste le plus, honnêtement. Pas la cruauté de Nora.
La cruauté est bruyante, et on peut la voir venir si on y prête attention. C'était le silence. Chaque personne à cette table qui a regardé une femme se faire tendre une gamelle de chien et a choisi le confort plutôt que la décence. Mon mari par-dessus tout. Je ne dis rien de tout cela pour me peindre comme quelqu'un qui n'a jamais lutté avec le doute en cours de route. Il y a eu des nuits pendant cette année et demie où je me suis demandé si je ne surréagissais pas, si j'aurais dû simplement demander tranquillement à Nora de rembourser le prêt et laisser toute l'affaire se dissoudre sans avocat, ni détective, ni déposition. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je pensais à la gamelle de chien posée devant mon assiette et au silence qui l'a suivi. Et je me souviens que les gens qui me demandaient de me taire étaient les mêmes qui ne s'étaient jamais demandé d'être honnêtes. J'ai vendu les meubles conjugaux que Bram et moi avions choisis ensemble, pièce par pièce, sur environ 6 semaines et j'ai utilisé une partie de l'argent pour enfin construire le studio de design que je remettais à plus tard depuis des années. Un petit espace de travail en centre-ville avec des briques apparentes et de grandes fenêtres, le genre d'endroit que j'aurais conçu pour un client sans une seconde d'hésitation. Sauf que cette fois, je l'ai construit pour moi-même. Winter m'a aidé à choisir la peinture. La maison de ma grand-mère a eu une nouvelle cuisine, celle que j'avais toujours voulu construire pour elle de son vivant et que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. Le premier vrai client du studio était un jeune couple construisant leur première maison ensemble. Et à mi-chemin de notre première visite, la femme s'est tournée vers moi et m'a demandé, presque timidement, comment j'en étais venu à faire ce travail. Je lui ai raconté la version courte, que j'avais toujours aimé construire des choses assez solides pour résister à toutes les tempêtes qui les traversaient. Elle a ri et a dit que c'était une façon étrange de décrire des rénovations de cuisine. Je lui ai dit que ce n'était pas étrange du tout une fois que l'on avait soi-même vécu quelques tempêtes. Elle n'a pas insisté, et je n'en ai pas dit plus, mais j'ai remarqué en lui expliquant les plans par la suite à quel point il était plus léger de parler de mon travail comme de quelque chose que j'avais choisi pour moi-même plutôt que comme quelque chose que j'avais dû défendre à une table pleine. De gens déterminés à ne pas le prendre au sérieux. Nora a pris contact une fois, près de 2 ans après ce dîner, par l'intermédiaire d'un cousin commun, demandant si je serais prête à laisser tomber maintenant que les paiements de restitution étaient en cours. Je n'ai pas répondu avec colère. J'ai simplement dit que l'ordonnance de restitution resterait exactement telle que le tribunal l'avait structurée et que laisser tomber n'était pas un terme financier que nous devions négocier en privé. Certaines dettes, une fois qu'un tribunal les a évaluées, ne se renégocient pas discrètement lors d'une réunion de famille, peu importe comment la personne qui les a causées pourrait le préférer. J'ai croisé Bram une fois, presque 2 ans après la finalisation du divorce, dans une quincaillerie de tous les endroits possibles, tous les deux cherchant la même teinte de peinture extérieure. Ce fut bref et civil, le genre de conversation que 2 personnes ont quand il n'y a plus rien à se disputer et plus rien à réparer non plus. Il m'a demandé comment allait le studio. Je lui ai dit qu'il allait bien. Il a dit qu'il en était heureux. Je l'ai cru, en fait, et cela m'a surprise plus que toute autre chose ce jour-là, que je puisse me tenir à 3 pieds de lui et ressentir quelque chose de plus proche de l'indifférence tranquille que de la colère. La colère demande de l'énergie à entretenir. J'avais dépensé la mienne à construire quelque chose de mieux à la place. Nous ne nous sommes pas attardés. Il a payé sa peinture. J'ai payé la mienne, et nous sommes sortis vers des voitures séparées dans un parking qui, dans une autre vie, aurait pu sembler le début d'un samedi ordinaire. Maintenant, cela ressemblait juste à 2 personnes qui avaient autrefois partagé une maison et qui suivaient leur chemin séparés sans avoir besoin d'y voir plus que cela. Je pense encore à ce dîner parfois, non pas avec la douleur vive qu'il portait autrefois, mais avec quelque chose de plus proche de la clarté. Une salle pleine de gens a ri parce qu'ils pensaient que je n'avais rien sous moi. Ce qu'aucun d'eux n'a compris, pas même Bram, c'est que la personne la plus silencieuse à table est parfois celle qui a déjà construit toute la fondation de ce qui va suivre. J'ai gardé la gamelle de chien, en fait. Elle est sur une étagère dans mon nouveau studio, vide, à côté d'une impression encadrée de la première maison que j'ai jamais conçue, pas comme un trophée, juste comme un rappel de jusqu'où les gens peuvent sous-estimer une femme qui sourit simplement, dit merci, et se met au travail. Si j'ai appris quelque chose de tout cela, c'est ceci, les gens qui confondent votre calme avec de la faiblesse sont généralement ceux qui n'ont jamais eu à construire quoi que ce soit eux-mêmes. Ils supposent que le silence signifie la reddition, qu'un sourire signifie que vous avez accepté la place inférieure qu'ils vous ont tendue. Mais parfois, la personne qui absorbe l'humiliation sans broncher ne l'absorbe pas du tout. Elle choisit simplement quand et comment, et à quelles conditions, la vérité doit éclater. La grâce n'a jamais été moi laissant Nora gagner ce dîner.
C'était moi m'assurant que lorsque la vérité éclaterait, il ne lui resterait plus rien à déformer, à nier ou à balayer d'un rire. Si quelqu'un dans votre propre famille vous tend un jour quelque chose destiné à vous humilier devant une salle pleine de gens qui sont censés vous aimer, qu'en feriez-vous ?